Salut, moi c'est Marc, designer et formateur et bienvenue sur la chaîne OkProd. Peux-tu nous parler de ton parcours professionnel? J'ai fait en 2017 un bachelor en tant qu'infographiste 3D. J'ai été quasiment directement embauché après moi dans une petite startup qui faisait des visites virtuelles, notamment architecturales. On faisait beaucoup d'architecture, d'urbanisme, des choses comme ça. Je suis resté environ 2 ans et demi avec eux à peu près. Malheureusement, le Covid a mis un fatal à la société, ce qui fait que je me suis tourné vers d'autres choses, vers d'autres domaines. J'ai repris, j'en ai profité pour reprendre mes études, tester des choses aussi, voir ce que j'avais vraiment envie de faire par la suite. Je me suis tourné vers plusieurs choses. Déjà, le montage vidéo, j'ai fait avec tuto.com et j'ai continué du coup après vers le l'UX design. En parallèle de ça, du coup, je me suis mis moi en freelance pour gagner en notoriété sur les réseaux, faire des réseaux, faire des missions, tout simplement, gagner de l'argent. Juste après mon graduate, j'ai poursuivi sur un bachelor. Ça s'appelle chef de projet UX, mais voilà, c'était un peu la même chose. 6 mois après, en tant qu'intervenant en design graphique notamment, sur tout ce qui est Photoshop, Illustrator, After Effects, du montage vidéo sur Premiere, enfin voilà, plein de domaines différents. Et maintenant, je suis en master à l'IM en tant que product designer en alternance chez Orange Business. Pourrais-tu décrire ce que représente pour toi l'UX et l'UI design? L'UX, moi, je vois ça un peu comme un squelette, en fait, le squelette d'une personne. On a besoin d'appui, on a besoin d'os solides pour un projet, et c'est vraiment pour moi c'est ça l'UX design. C'est ce qui va vraiment faire tenir ce projet debout avant de lui rajouter la couche UI, petit côté beau gosse, quoi. Es-tu arrivé dans le domaine du design un peu par hasard? J'ai toujours eu un pied un peu dans ces mondes-là. Dans ma précédente formation, en tant qu'infographiste 3D, du coup, j'étais dans une école qui avait un gros background UX, UI et développement web. C'est à ce moment-là que j'ai commencé déjà, moi, à me poser un peu des questions en mode, ah, ça a l'air intéressant. Bon, c'est pas forcément ma formation actuellement, mais il y a quelque chose qui a l'air intéressant. Donc, je l'avais déjà dans un coin de ma tête. C'est assez tôt, en fait. Et c'est pour ça que quand j'ai eu cette opportunité, je me suis dit, pourquoi pas, c'est peut-être justement l'occasion d'aller vraiment vers ça. Certains projets t'ont-ils poussé à te lancer dans ce domaine? Moi, j'ai un gros background jeu vidéo. Je m'inspire en fait beaucoup de ma première formation. Vraiment, il y a eu un côté où je me disais, un jeu vidéo, c'est joli, mais il y a plus que ça derrière. Ouais. Il y a de la réflexion, il y a des mécaniques. Rien que l'interface demande énormément de travail. On met pas un bouton, un menu, une barre de vie ou quelque chose comme ça n'importe où. C'est un peu ça qui m'a amené dans cette voie-là en fait. Même si je travaille pas dans le jeu vidéo, parce que c'est un métier qui est très fermé. Comment as-tu trouvé ta voie? Comme beaucoup, je savais pas quoi faire. Il y avait plein de métiers dans tous les sens. Les parents qui ont envie que tu fasses quelque chose, que tu gagnes de l'argent, machin, tout ça. Un peu par défaut, je suis allé dans ces voies-là. C'était pas inintéressant, honnêtement. J'ai pas passé de mauvaises années, mais j'avoue que la dernière année, notamment celle en alternance, c'est extrêmement mal passé pour moi. C'est d'ailleurs grâce finalement à cette année difficile que je me suis dit, ok, c'est pas ce que je veux faire. Je me suis du coup tourné vers cette formation en tant qu'infographiste. Cette passion était-elle une évidence pour toi dès le début? J'étais très curieux de découvrir un peu les coulisses. L'école, à ce moment-là, jouait beaucoup sur le fait qu'on faisait du jeu vidéo. C'était assez vendeur, qui n'était clairement pas totalement vrai. Et au final, en fait, tu te rends très vite compte que c'est pas aussi simple et aussi amusant. Je prends l'exemple encore du jeu vidéo, parce que c'est vrai qu'on j'en ai bouffé pendant des années, mais il n'y a pas que ça. Il y a la pub, le cinéma, enfin, tout ce qui touche à la 3D. C'est vrai que c'était quand même relativement récent. On était vraiment dans un boom technologique de ce côté-là, donc il y avait tout à découvrir. Ton métier actuel correspond-il à celui que tu visais au départ? Je suis plus du côté technique que du côté créatif. Si j'ai un guide bien défini, honnêtement, il y aura aucun souci. Par contre, c'est vrai que dès que j'ai un peu de créa, j'ai un peu de mal. Mon métier actuel me plaît beaucoup, mais c'est des métiers qui, pour moi, qui sont voués à évoluer énormément, notamment avec l'intelligence artificielle actuellement. Les métiers actuels vont vraiment bouger ces prochaines années. On va pas les faire de la même façon qu'on les fait aujourd'hui, ou que je le fais en tout cas aujourd'hui. D'accord. Quels sont tes logiciels préférés? J'ai effectivement un peu mes chouchous. Mon top 1, c'est Figma. Je pense qu'il n'y a pas une seule journée où je ne m'en sers pas. La suite créative, pour moi, pareil, c'est la suite créative dans son ensemble et une suite qui est vraiment excellente. Je ne peux que recommander vraiment de mettre les mains dedans. Il y a, en termes de logiciel, je veux dire, si tu prends rien que Photoshop, honnêtement, donne-moi un vrai concurrent actuellement avec Photoshop, il n'y en a pas. After Effects, c'est pareil, c'est une usine à gaz, mais en termes de puissance, je pense que il y a peu d'équivalents sur le marché
fiable en tout cas. Comment restes-tu à jour avec les nouvelles tendances et les mises à jour logicielles? Constamment sur les réseaux, suivre des créateurs de contenu, suivre les chaînes officielles. C'est que Adobe a beaucoup de chaînes officielles, notamment sur Instagram, sur YouTube, des mines d'informations. Dès qu'il y a une mise à jour, entre guillemets, importante, avec de nouvelles fonctionnalités, tu es sûr que tu vas en entendre parler, tu es sûr que tu vas voir la démonstration, regarder ce que font les autres, et une fois que tu as vu que, ah tiens, il y a une nouvelle fonctionnalité, hop, tu files dessus et tu testes. Enfin, c'est de la veille de tous les instants, mais il faut qu'on soit tout le temps sur le front. À quel moment as-tu décidé de devenir freelance? Au moment où j'ai commencé ma formation de graduate, donc web designer, ça s'appelait web designer à l'époque, j'avais déjà des connaissances sur le logiciel de mes précédentes expériences et j'en apprenais des nouvelles, notamment via cette formation. Et je me suis dit, c'est dommage de ne pas en profiter. C'est dommage de ne pas le mettre à profit et quitte à commencer, autant le faire tout de suite pour commencer déjà à générer mon réseau, à me faire des contacts, pour justement plus tard, quand j'aurai terminé mes formations. Les étapes de conception de projet varient-elles en fonction des clients? Pour moi, chaque client est un peu unique. Chaque client, en fait, a un besoin et un problème. J'essaie de m'adapter à ce besoin et à ces problèmes pour lui proposer une solution, on va dire, qui lui correspondra à lui. Toujours après des recherches, j'essaie de me renseigner sur ce qui se fait actuellement, sur ce qui a fonctionné, ce qui a fonctionné. C'est important pour moi de savoir s'adapter à la demande. Comment concilies-tu les désirs du client et des parties prenantes dans ton projet créatif? En tant que designer, tu n'es pas forcément que là pour créer quelque chose. Tu es là pour conseiller. Et ça, faut pas l'oublier. C'est vraiment ce que je propose. C'est-à-dire que je sais que quand un client a une idée, j'étudie cette idée à fond et je lui propose des solutions. C'est vraiment du conseil. On dit c'est effectivement une bonne idée. Je pense qu'en tant qu'expert, peut-être il faut pas arriver en mode non, notre idée c'est de la merde. Déjà, ça va braquer le client, c'est pas très vendeur. Il faut vraiment être dans le conseil. Y a-t-il des défis récurrents dans tes projets de design et si oui, comment les surmontes-tu? Il y a toujours un peu ces petits désagréments dans un projet, mais ça fait partie du projet. Et si les conseils n'aboutissent pas dans l'oreille du client, qui ne veut pas, il veut pas, c'est le client, c'est ses choix. Donc après, il faut les respecter et faire avec. Quel outil utilises-tu le plus, que ce soit en entreprise ou en tant que freelance? Freelance, oui. L'avantage, c'est que je suis libre de ce que je fais. Mais effectivement, avec mon contrat actuel en tant qu'alternant, du coup, en master, j'ai effectivement parfois la réalité est tout autre. On va pas se mentir. J'utilise la Creative Suite, effectivement, mais j'utilise par exemple beaucoup InDesign que je ne supporte pas. J'utilise très peu Figma parce que, effectivement, ce n'est pas dans le cœur de mes missions, donc c'est très peu utilisé, je l'ai dans un coin mais je l'utilise très peu. Quand on est en indépendant, ça pose rarement de soucis, mais quand on est dans un organisme, malheureusement, parfois on n'a pas les logiciels convenants. Quel conseil donnerais-tu aux designers voulant se spécialiser dans l'UX ou l'UI? Manger du contenu sur Internet, tous les réseaux, regarder tout ce qui se fait, tout ce qui est livres, films, podcasts, ou juste la tonne de carousel qu'on peut trouver sur LinkedIn, des choses comme ça. La chaîne YouTube de J-Prod, effectivement, parce que tout simplement, en fait, c'est ultra important de rester très en veille sur ce qui se fait, sur les nouvelles technologies, les nouvelles façons de faire. Donc, c'est vraiment quelque chose que je recommande si vous voulez vraiment vous lancer dans le design. Quelle erreur commune observes-tu chez les débutants en design? Ça dépend énormément du background de la classe. J'ai eu plusieurs types d'étudiants. J'ai eu des étudiants qui étaient des études de design et j'ai eu des non-designers. Ce qui était très intéressant, c'est de les voir essayer des choses, de faire des petites erreurs qui nous semblent à nous finalement presque naturelles de ne pas les faire. Sur un PowerPoint, je sais pas, la plupart des gens quand ils font un PowerPoint, ils collent pas le texte par exemple complètement au bord, ils essaient de le mettre au milieu. Et ce que je recommandais énormément moi à ces étudiants, c'est justement faites-le d'abord sur un papier. Donc déjà tout de suite tu vas te dire ok, mon texte par exemple je le mets à tel endroit. Et quand tu passes sur le logiciel, tu as déjà fait cette passe de réflexion. Et donc tout de suite, tu sais comment tu veux placer tes éléments. C'est vraiment avec ces étudiants clairement que j'ai pris le plus de plaisir à enseigner.
ces petites choses en fait. Comment vois-tu l'évolution du rôle de designer, tant en entreprise qu'en freelance? Pour les freelances, la transition a déjà plus ou moins commencé, mais je pense que en tant que designer, évidemment, l'intelligence artificielle absolument à mettre en place dans ces processus, mais aussi une grosse partie sur ce qu'on appelle le no-code, par exemple les CMS comme Webflow, WordPress, etc. Savoir comment ça fonctionne, de savoir à minima toucher ces outils de no-code, parce que c'est quelque chose qui vont être très développé ces dernières années. Pour le designer plus en agence ou en entreprise, c'est un peu différent. Pour moi, je pense que ça dépend surtout de la volonté de l'entreprise. Si la volonté de l'entreprise, c'est de ne pas forcément évoluer, je pense que d'un point de vue personnel, c'est bien pour lui de chercher à évoluer. Mais malheureusement, s'il n'est pas forcément poussé par l'entreprise, bon, il y a toujours un peu le côté oui, mais je ne vais pas forcément changer de poste, donc et c'est parfois un problème, je trouve, en entreprise. On stagne plus, je trouve, en entreprise. Comment envisages-tu l'avenir de ces évolutions liées à l'IA? Comme beaucoup, dès que c'est arrivé, je suis généralement waouh, c'est incroyable, on va faire des trucs de ouf, ça va révolutionner tous les métiers. Et effectivement, ça a révolutionné ou est en train de révolutionner beaucoup de métiers. Moi, je me base beaucoup sur ChatGPT et Midjourney, même s'il y en a d'autres qui actuellement montent aussi énormément. Et mon avis, en fait, a un peu changé. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se sensibilisent à comment bien les utiliser. Pour moi, tu ne peux pas utiliser une IA pour copier du contenu, tricher. Enfin, il y a plein d'exemples qui pourraient être cités. Au-delà de ça, du coup, il faudrait utiliser ces IA de la bonne façon, faire de bonnes recherches pour générer des idées, du contenu intéressant qu'on va utiliser nous en tant que professionnels. Et là, je parle en tant que designer, mais ça touche tous les métiers. Il faut impérativement mettre des règles, et des règles très claires sur les droits d'auteur, sur ce qu'a le droit de récupérer une IA, qui n'a pas le droit de récupérer une IA, sur ce qu'on a le droit de faire avec du contenu généré par de l'IA. Il faut trouver ce juste milieu, il faut mettre ces barrières. Quelle est ton approche de la sensibilisation liée à l'IA? Si on prend le cas par exemple de la France, je sais qu'il y a des lois qui sont en cours d'écriture. Il faut communiquer en fait sur ce que déjà fait d'une part l'État. Le plus gros de la sensibilisation pour moi viendrait déjà des créateurs de contenu parce que c'est clairement eux que les gens regardent et potentiellement aussi du concepteur de l'IA aussi en disant effectivement vous pouvez faire des choses mais respectez le travail qui a été fait en amont par les personnes dont l'IA se sert finalement. Quels projets t'ont particulièrement marqué? Je suis très attiré par ce côté un peu artistique de l'IA. C'est vraiment fascinant qu'elle arrive à faire ces choses-là en sachant qu'elle ne sait absolument pas ce qu'elle fait. C'est très impressionnant de voir ça. Comment utilises-tu l'IA dans la création de textes? Je ne l'utilise pas pour les textes à proprement parler, je l'utilise pour la correction des textes. Souvent, je rédige mes idées un peu de façon assez brute. Et je lui demande de les corriger et je lui demande de me proposer des formulations différentes, plusieurs, et j'essaie de les imbriquer les unes dans les autres, voir si je peux faire une phrase qui me convient du coup à moi. Tout ce qui est image, alors j'en génère beaucoup, mais plus sur mes comptes Instagram que sur mes comptes LinkedIn Carousel. Mais j'ai en tête des projets qui utiliseront plutôt de la génération d'images, notamment pour accompagner le texte. C'est plus de l'accompagnement. Plutôt que de prendre des images libres de droit, je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant. Un petit truc un peu à moi sur mes comptes. Sur quels réseaux sociaux peut-on te suivre? Je sais que je poste beaucoup sur LinkedIn. C'est clairement la plateforme principale. Toute personne qui cherche un côté professionnel. J'ai aussi un Instagram, c'est plus des essais, notamment liés à l'IA. J'ai aussi un site web qui n'est pas très à jour. Quels sont tes projets futurs? Ces 2 ans terminés, de reprendre vraiment pleinement le freelance et notamment de continuer en fait à donner des cours de formation. En freelance, comment assures-tu tes revenus pour les dépenses essentielles comme le loyer? C'est un pari un peu risqué, c'est un pari que j'ai envie de prendre, que j'ai déjà pris et qui a fonctionné, donc j'ai envie de le reprendre encore. Je pars du principe que si on ne se lance pas parce qu'on a trop peur de plein de choses, des peurs légitimes, on ne se lancera jamais. As-tu des ressources ou des livres essentiels à nous conseiller?
La chaîne OK-Prod qui est super, qui a un contenu exceptionnel, mais c'est pas la seule en fait. Il y en a plein en fouillant. Il y a plein de créateurs qui ne demandent que ça, qui a Bastille, qui fait énormément de contenu. Les plateformes comme Open Classroom ou Udemy t'ont-elles aidé? Chez tuto.com, ils ont aussi effectivement une très grosse bibliothèque de plein de sujets différents. As-tu un dernier mot à partager? Ne vous arrêtez jamais d'être curieux dans ces métiers-là, jamais.